on a des usages de nos lecteurs qui sont compulsifs, quoi. Ouais, c'est une passion. J'ouvre mon téléphone, moi je vais pas sur Instagram, je vais sur l'équipe. Ouais. Chronocyclisme, j'ai besoin de voir que tous les articles sont grisés, Okay. que j'ai vu tous les articles, que j'ai tout lu. Et c'est vraiment ce côté-là des gens qui aiment le sport, qui ont ce besoin de savoir ce qui se passe. Comment on arrive à incarner nos communications, notre contenu, pour justement réussir à créer un lien de proximité avec la marque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytellers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Loth, directeur marketing client pour le magazine L'Équipe, le leader français dans le domaine des médias sportifs. Depuis son arrivée chez L'Équipe en 2015 et fort de plus de 10 ans d'expérience dans le marketing digital, Romain a joué un rôle clé dans la transformation numérique du groupe, en particulier en ce qui concerne l'engagement de leur vaste communauté. Dans cet épisode, nous explorerons comment L'Équipe engage une communauté aussi vaste et passionnée, comment ils entretiennent des relations solides avec leurs lecteurs et surtout comment L'Équipe parvient à se maintenir en tant que numéro 1 dans le cœur des fans de sport. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à une discussion riche sur le quotidien sportif préféré des Français. Bienvenue dans Storytellers. Bonjour Romain Loth, comment vas-tu ? Bonjour, très bien et toi ? Très très bien, merci beaucoup d'être ici sur le podcast et de venir échanger avec nous sur ce superbe journal qui est L'Équipe. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que toi, tu étais fan de L'Équipe avant de rentrer là-bas ? Est-ce que c'était un peu un objectif pour toi ou est-ce que ça s'est fait un peu par hasard ? Quand j'étais tout petit, je voulais être journaliste sportif. Ok, du coup, donc il y avait quand même cette ambition. Toujours, L'équipe était dans un coin de ta tête. L'équipe était dans un coin de ma tête. C'était et c'est toujours une référence du monde du sport. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité d'aller travailler chez L'Équipe, j'ai pas réfléchi une seule seconde. Et je regrette pas du coup depuis. C'est vrai que les conversations à la cantine, c'est est-ce que tu as regardé le match de Lens ? Ah bah tiens, t'as vu le match de l'équipe de France de rugby hier. Donc c'est quand on aime le sport, c'est vraiment une super entreprise. Ok, très bien. Et pour passer un petit peu, là on va passer un petit peu sur le volet expérience fan et autres. Nous, tu sais que chez Fastory, c'est un sujet qui nous importe et sur lequel on travaille vraiment au jour le jour. Toi, quelle serait pour toi la définition d'une expérience fan réussie ? Si on devait la définir. En tout cas, sur un média, c'est assez compliqué comme question. Au général, hein, même pour toi. Pour moi, en tout cas, ce qu'on essaye de mettre en place chez L'Équipe, c'est juste de faire en sorte que le client se sente bien et qu'il ait envie de revenir, en fait. Donc, après, ça veut tout et rien dire, mais d'essayer de lui proposer une expérience qui soit la plus personnalisée possible, qui corresponde à ses attentes, de faire en sorte qu'il ait envie de revenir, de générer de l'engagement, de développer des fonctionnalités qui lui permettent de pouvoir notamment s'exprimer, parce que le côté expression est vraiment important, de faire sentir au client qu'il est important, qu'il a un droit de parole, qu'il peut s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Et surtout, ça passe aussi par un vrai lien, je trouve, entre la marque et le client et l'utilisateur final, qui est vraiment une connexion. Et nous, on a la chance d'avoir un certain nombre d'événements sportifs qui nous permettent justement de créer cette connexion avec un côté très 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 émotionnel. Ouais. Mais bon, en tout cas pour L'Équipe, c'est là-dessus qu'on travaille, avec un vrai côté qui est spécifique aux médias, qui est d'essayer de mettre en avant la patte, la qualité de nos journalistes avec une incarnation qui est très forte. D'accord. Parce que l'incarnation est assez importante. Ok, oui, le fait de se ressentir un petit peu quand on va lire l'article et être plongé dedans. Et justement, une particularité de L'Équipe, c'est que vous avez une énorme communauté. Vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, beaucoup de gens qui lisent, aussi bien des abonnés que non abonnés. Dis-moi si je me trompe, j'ai quelques chiffres. J'espère qu'ils sont bons. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, c'était plus d'1,5 milliard de pages vues par mois sur L'Équipe, 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. Et à peu près un tiers de vos lecteurs qui visitent votre média plus de 5 fois par jour. C'est ça. Ok, donc déjà les chiffres sont bons, c'est les cool. Les chiffres sont très bons. J'ai bien fait mon boulot, très bien. C'est des chiffres qui sont gigantesques. Enfin, c'est des chiffres énormes. C'est une communauté. Enfin, c'est énorme. Déjà, bravo pour ça. Et mais surtout, comment on fait pour maintenir justement une telle communauté engagée ? Comment on fait pour
pour conserver? Alors je sais que c'est une grande question, il y a énormément de facteurs, mais très simplement pour toi, c'est quoi un petit peu la clé qui fait que l'équipe aujourd'hui a des chiffres aussi importants de ça, alors qu'aujourd'hui on a un nombre de médias qui est grandissant, on a même chaque club, chaque équipe qui va avoir son propre média pour relayer ses propres informations. Comment vous êtes resté aussi important malgré cet écosystème de nouvelles applications et nouveaux médias? Il y a effectivement, comme tu l'indiques, il y a pas mal de points. Je pense que le premier, c'est le côté multisport. Ouais. Évidemment, plein de médias qui traitent du sport, mais qui n'ont pas forcément les moyens éditoriaux que nous, on a chez l'équipe pour avoir ce côté multisport. Il y a la qualité de l'info, notamment sur le sport. Il y a pas mal de médias qui commencent à avoir de l'audience en ayant une démarche qui est un peu que j'appellerais putaclic, que nous on se refuse vraiment de mettre en place. Un côté vraiment, pour nous l'information est clé et les utilisateurs, quand un utilisateur vient sur l'équipe, tu sais que l'information est vérifiée, elle a été checkée double-checkée, triple-checkée par notre rédaction. Donc le côté éditorial est la clé de la réussite. Okay. Maintenant, l'éditorial ne fait pas tout. Le deuxième pan, c'est d'avoir un produit de qualité. T'évoquais plus de 2,5 millions de visiteurs uniques tous les jours. C'est notamment sur les applications où nos fans les plus importants viennent tous les jours. C'est clé pour nous d'avoir un produit de qualité, une application de qualité qui fonctionne sans bug. Donc voilà, derrière, c'est les équipes produits qui travaillent sur réduire le nombre de crash, avoir un taux de crash, se mettre un objectif à 0,0x% de crash, d'avoir une équipe QA qui teste et reteste tout le temps les applications. Donc il y a vraiment ce côté, la qualité de notre produit qui a évolué grandement ces 4-5 dernières années pour avoir aujourd'hui une des apps, je pense, qui fonctionne le mieux sur le marché. Et enfin, il y a ce qu'on évoquait sur le côté client, sur lequel on est en train de travailler depuis quelques années maintenant, mais de vraiment réussir à créer ce lien entre le lecteur et le client, avec quand même ce petit point qui est que on doit rester un journal doit rester impartial. Du coup, le côté émotionnel, comment on arrive à, tout en étant impartial, à apporter ce côté émotionnel, voilà, c'est ces enjeux-là. Donc l'édition, enfin l'édito, le produit et l'expérience qu'on va proposer à nos lecteurs. Très bien, ok, merci, c'est très clair. Une autre question maintenant c'est une grande question. Moi, j'ai toujours grandi avec le magazine physique de l'équipe, ce grand journal que j'avais même dans mon école de commerce tous les matins, qu'on avait encore quand j'étais plus jeune à la maison, les week-ends, etc. Enfin voilà, vraiment l'habitude de ce grand journal. Aujourd'hui, tu en as parlé, vous avez l'application. Enfin, ça fait déjà un certain temps maintenant que vous l'avez. Comment s'est passée cette transition et où vous en êtes aujourd'hui entre le numérique et le papier? Est-ce que le papier a vraiment été est-ce que le journal est voué à vraiment disparaître? C'est quoi un petit peu le pourcentage un petit peu entre le digital et le papier aujourd'hui? Alors, est-ce que le papier est voué à disparaître? Non, parce que notre DG Laurent Prudhomme son leitmotiv, c'est de dire que le journal, c'est le joyau de l'équipe et que il n'est pas voué à disparaître. Demain, l'application L'équipe sans le journal, c'est plus la même chose. Ouais. C'est la qualité rédactionnelle, c'est tout ce qui fait que l'équipe est l'équipe en fait. Donc, est-ce que demain le journal va disparaître? Non. Est-ce que la manière dont tout ça va être distribué, vendu, mis en avant au sein de nos applications, est-ce que tout ça va évoluer? Oui. Aujourd'hui, tu évoques les applications. Est-ce que demain on aura autre chose en 2025, 2027, 2030 qui feront que la consommation sera différente? Aujourd'hui, on ne sait pas y répondre. Donc, okay. En tout cas, le journal est et restera le centre névralgique de notre application, de notre site et de notre écosystème. Et le numérique sera au service de la diffusion de ce journal. Aujourd'hui, donc pour répondre à ta question par rapport à la distinction print-numérique, on voit évidemment que les ventes print diminuent et notamment ça s'est accéléré en 2020 avec la crise du Covid. Il y a un certain nombre de choses qui ont fait que les ventes ont diminué. On a cette année une augmentation des coûts qui fait aussi que tout ça devient... C'est une économie qui est compliquée. Mais en parallèle, en fait, on a le parc d'abonnés numériques qui, lui, croît de 15 à 30% par an depuis qu'on l'a lancé il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années. Donc voilà, ça vient
compenser la baisse du print avec tout ça au milieu, un écosystème notamment publicitaire qui est compliqué, sur le numérique avec tous les enjeux que vous connaissez, mais qui arrive à être maîtrisé sur le print, parce que sur le print il y a ce côté statutaire du journal qui fait que malgré la baisse des diffusions papier, c'est compensé par une diffusion numérique qui est plus forte, et juste le fait que ce soit l'équipe, il y a ce côté statutaire qui fait que ça fait toujours vendre, quoi. Ok, d'accord, ok, très clair. Et par contre, la chaîne télévision L'équipe, là on est sur une cible et sur des moyens complètement différents du print et du média. On est d'accord, c'est quand même là où le print va venir, enfin le média, enfin le digital va venir accompagner le print. Est-ce que le média télé aussi, ou est-ce que c'est vraiment l'application, en fait, tout à l'heure je disais qu'elle est au service l'application, le numérique est au service du print, mais aussi au service de la chaîne. Okay, ouais. Tu vois, là récemment on a lancé un nouveau projet avec les équipes de la chaîne. Quand tu regardes une émission à la télé, là où avant on t'invitait à répondre à des quiz sur Twitter, sur X. Va falloir s'y faire. J'arrive pas à m'y faire. Va falloir s'y faire. Là où on te demandait de répondre à des questions sur Twitter, maintenant tu as un QR code et qui t'emmène vers l'application L'équipe. D'accord. Donc, les ponts sont de plus en plus nombreux entre le numérique et la télé, et tout ça a vocation à évidemment continuer. Sur l'application, tu peux regarder la chaîne L'équipe, tu peux regarder un certain nombre aussi de compétitions qui ne sont pas forcément diffusées sur la chaîne, mais qu'on va diffuser sur notre espace TV. Donc, ça pour dire que le numérique doit répondre à tous les enjeux, à tous nos enjeux, qu'ils soient print, télé, numérique, abonnement. Ouais, donc c'est vraiment un écosystème où tout fonctionne vraiment ensemble et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. D'accord, très bien. Et pour revenir un petit peu sur l'aspect communauté, comment vous atteignez la génération Z, un petit peu cette cible qui est aujourd'hui jeune et qui a l'air d'être vraiment l'objectif de tout média? Est-ce que c'est une question chez l'équipe? Comment vous abordez cette question-là? C'est carrément une question qu'on se pose, comme tous les médias, je pense, et comme beaucoup d'entreprises. Ça fait partie de nos grands axes stratégiques au numérique, mais aussi globalement en tant que marque. Sur nos médias, on a une audience qui est vieillissante, le numérique y compris. En tout cas, si je m'en réfère aux chiffres de Médiamétrie. Et pour y répondre, il y a un certain nombre de priorités qui ont été définies, et notamment le social media, qui est aujourd'hui, on a évoqué 3 de nos médias. On a évoqué le numérique, on a évoqué le print, on a évoqué la télé. Mais le social media, c'est notre 4e pilier aujourd'hui pour pouvoir toucher un maximum d'utilisateurs. Et donc, à ce titre, on a été, il y a quelques années, et c'est un peu obsolète, mais on a été un des premiers médias à se lancer sur Snap. D'accord. Donc, qu'on a travaillé différemment depuis, mais on a été un des premiers médias. Là, on a lancé une chaîne TikTok il y a quelques mois. On a dépassé le 1 million de followers là, il y a quelques semaines. Donc voilà, on a vraiment cet enjeu avec notamment le social media d'être en tout cas présent auprès. On a un enjeu d'être présent auprès des cibles plus jeunes, même si on sait que notamment sur des réseaux comme TikTok, ça va pas les emmener chez nous. Mais en tout cas, on pense que, tu vois, au début de podcast, tu disais que toi, tu avais toujours cette image du journal que tu recevais à l'école, ou chez toi, ou chez tes parents. Nous, on aimerait que cette génération Z, elle se dise, tiens, l'équipe, ça m'a toujours accompagné sur mon réseau Twitter, sur mon Insta, sur mon TikTok. Et que du coup, il y ait ce lien avec la marque qui est certes différent de ce que nous, on a connu, mais qui doit exister pour que derrière, on ait toujours ce côté que j'évoquais statutaire, qui fait que quand tu as un besoin d'information, tu as un doute sur un truc, tu vas sur l'équipe. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Oui, donc vous l'abordez quand même, et c'est quand même important. Et pour les médias live, Twitch, etc. aussi, ça rentre. Enfin, vous y êtes peut-être pas encore aventuré, je sais pas. Si, on a créé une chaîne Twitch il y a pas mal de temps maintenant. D'accord. Mais en fait, on a toujours eu du mal sur Twitch à trouver cette récurrence en fait en termes de contenu. On avait lancé, notamment avec Paul Arrivé, notre journaliste e-sport, un mensuel qui était l'équipe e-sport. On s'était dit que
par le prisme de l'e-sport, c'était une bonne manière d'aller sur Twitch. Hein. Bien sûr. On n'a rien inventé, mais voilà, on avait un talk qui durait 1h30 avec des invités de qualité. Voilà, on a eu Néo, on a eu Sébastien Debs, on a eu un nombre de personnes qui étaient assez influentes dans le milieu, et puis surtout des personnes qui connaissaient leur sujet. Mais tu as eu Gotaga aussi. J'ai cru voir une photo de toi, Gotaga, avec Gotaga était venu chez l'équipe pour faire un petit documentaire. Sur l'équipe e-sport, on avait eu la maman de Gotaga. D'accord. Sur un sujet hyper intéressant qui était comment, en tant que parent, on gère une carrière e-sportive, sachant qu'aujourd'hui, on a encore trop peu d'encadrement. En tout cas, à l'époque, on en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. On a fait un certain nombre de sujets sur l'économie de l'e-sport et tout ça. Et ça avait eu des résultats qui étaient hyper positifs. Donc, on s'est dit qu'il fallait continuer. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver cette régularité, comme je l'évoquais, pour pouvoir le pérenniser. Il y a encore des choses à construire, mais dans tous les cas, vous testez. En fait, c'est vraiment du test and learn. Vous testez tout ce que vous pouvez pour voir comment rester, comme tu disais, dans la tête des gens en tant que l'hebdomadaire numéro 1 pour avoir ces informations sur le sport en tout cas. Ouais, et au cœur de tous ces enjeux, il y a vraiment le développement de la vidéo et notamment le développement de la vidéo verticale qui est vraiment un des objectifs qu'on a au sein du pôle numérique, justement pour toucher cette génération Z qui est peut-être un peu moins culture écrite que nous on l'a été. Donc là il y a tout un plan et depuis quelques mois on a vraiment changé la manière dont sur certains réseaux, notamment Instagram, on traite l'information avec beaucoup plus de vidéos courtes de quelques minutes incarnées par une personne à l'écran pour expliquer à l'utilisateur certaines choses qu'on traite ou pas d'ailleurs sur le site de l'application. D'accord, d'accord, c'est complémentaire et ça vient répondre à un besoin qui n'était pas forcément présent avant de cette verticalité. Ok, très bien. Et comment vous abordez aussi, parce qu'on a un nombre de nouveaux sports qui arrivent aujourd'hui, pas tous les jours, j'exagère, mais entre le MMA, on en a un nombre de nouveaux sports qui sont en croissance. Comment vous arrivez à faire l'équilibre entre justement ces nouveaux sports qui peuvent prendre plus de place maintenant, comme le MMA, quand on voit des événements comme l'UFC Paris et tout ça, et comment vous équilibrez avec ces sports qui sont incontournables comme le football, le basket ou le rugby en France? C'est une question que nous-mêmes on se pose en interne. Déjà juste la répartition de la création de contenu entre le foot et l'omni, parce que notre rédaction est une rédac foot et une rédaction omnisport. Donc chez nous le split se fait à ce niveau-là et de se dire est-ce que on doit faire plus de Formule 1, notamment suite au documentaire sur Netflix. Il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Donc quand on a des doutes comme ça, ce qu'on regarde, c'est évidemment s'il y a des sports qui émergent, il faut qu'on les traite. Mais ce qui va en partie, en tout cas, nous guider, c'est l'audience que vont générer ces sports. Vraiment, on sait que le MMA ça marche bien et donc c'est pour ça qu'aussi on en a fait des podcasts, on a fait des articles plutôt gratuits en l'occurrence. D'accord, l'e-sport pareil, on sait que on y a investi beaucoup de moyens, qu'ils soient écrits, vidéo et plutôt gratuits d'ailleurs. Et donc on traite les sports qui émergent, ça c'est évidemment un incontournable pour l'équipe multisport. Et ensuite, en fonction des résultats et de la lecture ou non de ces articles, c'est la rédaction qui va choisir si oui ou non elle souhaite traiter ce sport plus en profondeur ou pas. D'accord, ça vous basez encore une fois sur du test and learn. Vous essayez de voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui peut être le plus pertinent pour vos lecteurs, ce qui est totalement logique en soi. Très bien. Maintenant, on va parler un petit peu de data. Alors, je vais sûrement pas rentrer autant dans le détail parce que j'ai peut-être pas l'expertise que tu as sur la data, mais pour en savoir un petit peu plus, parce que je sais que c'est un sujet qui est important chez l'équipe, surtout pour toi parce que tu étais en plein dedans. Vous avez énormément de data sur vos abonnés. J'ai vu, alors c'était pas un podcast, mais c'était, je crois qu'une formation que tu faisais à l'époque et dans laquelle justement tu parlais un petit peu de cette data que vous aviez chez l'équipe et tu disais quelque chose qui était intéressant, qui était de dire quand on a trop de data justement ça sert à rien parce que tu disais nous on a énormément de data avec l'équipe, mais quand tu as trop de data tu pars dans tous les sens, tu sais pas laquelle vraiment analyser, laquelle va être pertinente. Aujourd'hui, comment vous
Déjà, comment vous filtrez cette data? Comment vous faites ce tri un petit peu dans les différents data? Alors, encore une fois, c'est une question qui est très large, mais quels vont être les grands critères que vous allez regarder dans la data que vous récupérez pour pouvoir déterminer, voilà, cette personne, il va sûrement churn, cette personne va peut-être se réabonner, voilà. Alors déjà, pour répondre à ta question, sur le choix des datas, ce qu'on a choisi de faire, c'est de récupérer toutes les datas qui étaient clés pour nous et de les mettre au sein d'un seul et même endroit. Okay. Et du coup, ça nous permet une sorte de data lake, et du coup, ça nous permet de pouvoir croiser des données de navigation avec des données CRM, avec des données de vue vidéo, d'ouverture de push, de ce que tu veux. Donc ça, c'était un projet qu'on a mené il y a maintenant quelques années. Dans les gros projets là qu'on essaye de mener justement pour pas se perdre dans les détails, comme tu disais, la profusion des datas, c'est d'essayer de ranger la chambre en fait, de les compartimenter, de bien les ranger pour justement que tout ça soit hyper clair et lisible. Et donc nous, au départ, l'usage qu'on en avait était très édito. Évidemment, on est un média, donc tout ça doit répondre à l'édito. Donc des premiers projets que moi j'ai menés il y a quelques années maintenant, c'était de se dire quels sont les sports qui fonctionnent le mieux, quel est le rapport entre création d'articles et audience, tout ça pour aider la rédaction, en tout cas pas aider mais accompagner la rédaction à comprendre les performances de leurs articles. Savoir tel ou tel sport fonctionne, tel sport, bah tiens, tu peux faire des notes, là tu peux faire une analyse, un décryptage. Donc ça, on a beaucoup travaillé il y a quelques années là-dessus. Et ensuite, après avoir travaillé sur tout le côté édito, une fois qu'on le maîtrisait bien, en tout cas plutôt bien, on a travaillé sur le client. Et là, sur le client, on s'est dit, ok, quels sont les premiers critères sur lesquels on peut travailler? Bah tiens, on a bien travaillé l'édito, du coup, réfléchissons les données clients par rapport à l'édito. Et donc là, on s'est dit, en fonction des lectures des clients, on va définir quels sont leurs sports favoris. Puisque voilà, un client vient en moyenne sur les apps, on a plus d'un tiers des utilisateurs qui viennent plus de 5 fois par jour. Ça donne un nombre de lectures d'articles et de vues de matchs en direct assez important. Donc, on a quand même de la matière pour pouvoir analyser. Et donc là, effectivement, il y a plein de data qu'on doit aller chercher, qu'on doit creuser. Tout ça, ça passe par de l'exploration. On va les regarder, on va faire des stats et tout ça. Et une fois qu'on a fait l'exploration, qu'on a récupéré les données qui nous semblent les plus pertinentes, on va les mettre dans un modèle. Des calculs que je ne saurais évidemment pas te détailler. On va dire un algorithme, quoi. Un algo qui était à l'époque développé par des data scientists, qui nous permet de définir quel est ton sport favori. Avec un niveau de performance qui était assez bluffant. Parce que vous faites ça en interne, l'algo et tout ça? On a fait ça en interne. Ok, d'accord. Et ensuite, on a travaillé sur des algorithmes de détection de churn et de prospect chaud qui malheureusement n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc voilà, maintenant on essaye de travailler ça notamment en 2024 qui va être un de nos grands enjeux. Et justement, ces algorithmes de churn et autres, pourquoi ils n'ont pas fonctionné? Parce qu'en fait, on les a pensés très data et pas assez usage concret pour les équipes métiers. Et du coup, excuse-moi, quand tu dis qu'ils n'ont pas marché, ça veut dire que vous n'arrivez pas à avoir les résultats que vous vouliez, ou ça vous a pas permis de ne pas churn, quoi? On avait des résultats, avec un certain niveau de certitude, de dire qu'un client va churner dans les 30-45 jours. Donc voilà, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on avait 70-75% ou 80% d'estimation qui s'avérait bonne. Néanmoins, on n'a jamais réussi à l'activer. Donc d'un point de vue data, c'était une réussite. En tout cas, ça ressemblait à une réussite. En revanche, tout ça, si on l'active pas, ça n'a aucun sens. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à faire prendre en main ces algos aux équipes métiers parce que en fait, on ne les avait pas impliqués dans le process de décision, la création. Et donc, c'était hyper compliqué de se dire tu me dis que l'utilisateur va te churn dans 45 jours, mais pourquoi il va te churn? Est-ce que c'est parce que il est à la fin d'une période promo? Est-ce que c'est parce que il a eu un échec de paiement le mois dernier et du coup là il va en avoir un autre? Il y a un certain nombre d'informations que les équipes métiers n'avaient pas pour pouvoir derrière l'activer.
Et de la même manière, sur les prospects chauds, ok, il est prospect chaud, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un ancien abonné? Est-ce que c'est parce que là, il y a la Coupe du Monde de rugby qui est maintenant, du coup, il devient prospect chaud? Donc voilà, on a vraiment besoin de les retravailler à l'aune de use case qui vont être définis par les équipes métiers, qui soient faits par les équipes métiers, enfin, avec les équipes métiers, pour les équipes métiers. Et par équipe métier, j'entends les équipes qui sont chez moi, qui sont à l'acquisition, mais aussi pour les équipes produits, pour les équipes CRM. Voilà, pour toutes ces équipes qui ont besoin de maîtriser, de comprendre ce qui se passe derrière. Et ça, c'est des choses que vous continuez à travailler encore, à essayer de remettre en place? C'est des choses que vous avez mis de côté On les a mis de côté pendant un certain temps parce que, en tout cas, quand j'ai pris la direction de l'équipe marketing client, il me semblait qu'il y avait des choses à mettre en place qui étaient plus prioritaires que celles-là. D'accord. Évidemment, on est comme tout média, on a des ressources qui sont pas illimitées. Du coup, voilà, il a fallu évidemment prioriser. Donc voilà, on a priorisé d'autres sujets sur les 2 dernières années. Maintenant qu'on a mis des bases solides sur un certain nombre de points, on s'est dit que c'était le moment de repasser sur un peu plus de prédictif, notamment avec toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir autour de l'IA entre le moment où on a fait ses premiers algos qui étaient en 2018 et maintenant. Là où avant, ça nous prenait 4 mois pour faire un algo, là, sur des choses assez similaires par rapport à ce qu'on avait fait avant, en 2 semaines et sans réinventer la roue, on arrive à avoir des résultats similaires. Du coup, voilà, on se dit qu'il y a peut-être des possibilités de tester sur des petits use cases pour voir si ça fonctionne. D'accord, ok. Donc vous êtes toujours quand même vous êtes toujours un petit peu en étude de trouver ce futur algorithme qui va vous aider à déterminer. Ok, très bien. Et justement, cette partie IA, j'allais en parler un petit peu plus tard, mais c'est quoi la place de l'IA aujourd'hui à l'équipe? Ça pose beaucoup de questions. Nous, on a un comité IA qui est cross équipe, cross entité, qui est tous les mois avec un chef de projet qui est en charge d'essayer de tester des choses et de faire des veilles et de le mettre en place. On prend ça au sérieux parce qu'il y a plein de points différents et je peux en évoquer quelques-uns, mais pas tous les évoquer. Mais juste déjà que les crawlers de toutes ces intelligences artificielles viennent sur les sites médias, prendre les données, les réutiliser derrière, ça pose un certain nombre de questions que nous, en tant que médias, comment on y répond? Est-ce qu'on les bloque ou pas? Est-ce qu'on leur dit ok, on vous laisse l'accès, mais en fait c'est payant? Il y a un certain nombre de décisions qui sont faites et qui sont pas les mêmes en fonction des médias, donc on essaye de se coordonner pour pouvoir mettre ça en place, mais ça pose des questions auxquelles on n'avait jamais répondu avant. Donc et même techniquement c'est un défi de comment on y arrive. Pareil sur les illustrations, il y a certains médias qui l'ont testé. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des IA pour faire des images d'illustration pour venir un peu illustrer nos propos? Et après, ça pose des questions. En fait, l'IA, la question, c'est pas tant est-ce que les contenus vont être remplacés par des IA, par des intelligences artificielles? À ce stade, c'est pas du tout ce vers quoi on va aller, nous. C'est plutôt comment ça peut assister les journalistes dans leur création de contenu. Je sais pas, de pouvoir cruncher des data, t'écrire un article sur Mbappé, que ça puisse te remonter automatiquement un certain nombre de data, que tu puisses intégrer dans ton article, que au lieu d'aller te sélectionner les tags de l'article pour que ça remonte bien sur la home foot, que l'intelligence artificielle voit que c'est du foot, Liga, Mbappé, PSG, etc. Que t'aies pas cette perte de temps à aller taper football dans le truc, cliquer football, Ligue 1, PSG. Alors là, on est plutôt sur ces initiatives-là. Et après, au-delà de l'édito, ça pose plein de questions. En tout cas, il y a plein de use cases qu'on pourrait mettre en place, mais qu'on n'a pas priorisé pour l'instant. C'est, je sais pas, les équipes produits pourraient écrire des user stories automatiquement avec de l'IA. Ce genre de choses, on y réfléchit. Après, ça demande un niveau de maîtrise. Bien sûr. Il faut qu'on monte en compétences. Et donc ça fait 6 mois, 6-8 mois qu'on travaille dessus. Et on a des résultats qui sont assez intéressants sur certains sujets, d'autres un peu moins. Donc en tout cas, on regarde attentivement. D'accord. De toute façon, c'est encore nouveau. Il y a encore tellement de gens aussi qui essayent. Enfin, tout le monde est un petit peu en phase de test. Même nous, chez Fastory, on utilise de plus en plus l'IA, mais on découvre encore de nombreuses fonctionnalités, de nombreuses choses. On apprend, on essaye. Donc c'est bien, mais au moins vous y intéressez quand même. Il y a des personnes dédiées là-dessus. On ferme un peu cette parenthèse. Je reviens à nos sujets de tout à l'heure. Comment vous déterminez alors c'est une question encore une fois assez large, mais comment vous arrivez à déterminer un article qui va être payant pour un abonné ou un article qui va être gratuit pour un visiteur? Alors c'est
une très vaste question à laquelle justement on travaille aujourd'hui, mais déjà ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet avec à la fois les équipes data et la rédaction. Aujourd'hui, on a un ordre d'idée entre 70 et 80% des articles sur l'équipe sont gratuits, contrairement à ce qu'on peut croire et ce que j'entends régulièrement. La majeure partie des articles qu'on publie sont gratuits. C'est vrai que il y a 2 sujets, il y a les articles qu'on publie et les articles qu'on met en avant sur la home de l'équipe. La home de l'équipe, c'est un carrefour d'audience. Du coup, la question se pose à ces 2 niveaux. Bon, tu peux créer 90% d'articles gratuits si tu les mets pas en avant sur ta home. Bien sûr. Aucun intérêt. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Il y a évidemment un choix édito qui est fort, mais il y a aussi un choix sur quel équilibre on arrive à mettre entre notre business publicitaire qui se base beaucoup sur les articles gratuits et sur le potentiel de recrutement et de fidélisation. Donc là, on est en train de travailler justement des algos qui nous permettent de dire sur tel sport, telle compétition, en fonction d'une temporalité, vaut mieux créer des articles gratuits, par exemple, ou payants. Typiquement, pendant la Coupe du Monde de rugby, on sait que on a un trafic SEO qui est hyper fort. On a par ailleurs dans le journal énormément d'articles payants puisque c'est une Coupe du Monde de rugby qui se passe en France, donc tu sais que ton journal sera paginé avec un certain nombre de pages beaucoup plus qu'en général. Du coup, est-ce que sur ce qui est créé sur le numérique, on ne doit pas faire un peu plus d'articles gratuits pour répondre aux enjeux publicitaires? Donc, aujourd'hui, j'ai pas de réponse claire ce serait génial si j'avais une réponse, on y serait arrivé, mais je pense que tous les médias se posent la question. Aujourd'hui, c'est un choix qui est par rapport à l'expérience qu'on va avoir. On sait que certaines compétitions, certains sports, je prenais l'exemple du MMA, ça marche beaucoup mieux en gratuit. L'e-sport, ça marche uniquement en gratuit parce que c'est partagé sur les réseaux, c'est du SEO. Sur certains types de contenus, quand ils sont très poussés, je prends les décryptages, les analyses, les interviews, les QR, tout ça, c'est du payant. Donc il y a des lignes qui sont assez claires. Après, là où c'est un petit peu plus flou, c'est est-ce que un article de Pro A, ça doit être du payant ou du gratuit, vu sa visibilité. Voilà, c'est plutôt ces questions-là qu'on doit vraiment réussir à trouver le bon équilibre. Et notamment aussi sur la mise en avant des articles sur la home, puisque la majeure partie quand même, là où la plus-value éditoriale et journalistique est le plus fort, c'est sur les articles payants, généralement, évidemment. Et c'est ceux-là qu'on a envie de mettre en avant parce que c'est ceux-là qui montrent la richesse de notre contenu. Et comment on arrive à trouver un meilleur équilibre. Parfois, c'est trop gratuit. Parfois, c'est trop payant. Évidemment, il n'y aura jamais de bon équilibre parfait. Ça dépend de l'actualité, ça dépend des journalistes présents qui vont rédiger, ça dépend de la personne qui va éditer la home et de son ressenti aussi. C'est elle qui choisit les articles ou les thématiques qui vont être mises en avant. Donc, ça dépend de plein de critères. Et nous, on essaye d'objectiver ça avec des KPI pour pouvoir prendre demain des décisions encore plus éclairées. Ouais, d'accord, ok. Et ok, très bien, très clair. Et ce que tu me disais justement, parce que on parle de ça, tu nous dis que voilà, les gens vont avoir tendance à se dire que vous avez beaucoup trop d'articles payants versus articles gratuits. Dans un autre entretien, dans une autre vidéo que j'ai vue de toi, tu disais que les lecteurs, t'as dit exactement, voilà, tu disais que ce qui fait votre singularité, c'est vos lecteurs. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est justement ce côté relationnel où ils vont venir un petit peu se plaindre? Enfin, tu parlais d'une relation je t'aime moi non plus, où vraiment les lecteurs venaient se plaindre quand quelque chose allait pas et ils étaient très durs avec vous dès que vous faisiez des petites modifications, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait ce qui fait votre singularité, c'est vos lecteurs. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que oui. En tout cas, quand ce que j'évoquais par là, c'était que on a des usages de nos lecteurs qui sont et moi le premier, je suis le premier lecteur de l'équipe, qui sont compulsifs, quoi. C'est une passion, quoi. J'ouvre mon téléphone, moi je vais pas sur Instagram, je vais sur l'équipe. Et j'ai besoin de voir dans le chrono que tous les articles sont grisés, chronocyclisme, j'ai besoin de voir que tous les articles sont grisés, que j'ai vu tous les articles, que j'ai tout lu. Et c'est vraiment ce côté-là des gens qui aiment le sport, qui ont ce besoin de savoir ce qui se passe. Pour un exemple, pendant les périodes de transfert, les gens qui vont lire un article d'un mec de Ligue 2 qui part à Antalya en Turquie, tu vois, on est quand même sur des infos, des micro-infos, mais pourtant
T'as 15-20 000 personnes qui vont aller, 30 000 qui vont aller lire ça. Donc on a vraiment un lien qui est hyper fort, c'est-à-dire qu'ils viennent énormément chez nous. Et vu qu'il y a cette proximité avec la marque, bah effectivement, dès qu'on fait des choses qui vont pas fonctionner, dès qu'on va avoir un bug sur l'application, un truc qui a pas marché, bah derrière évidemment sur les stores, au service client, dans les commentaires, bah on va se faire allumer parce que ils attendent de nous qu'on soit irréprochable, quoi. Ouais. On est tellement présent, c'est tellement une habitude de lecture que si l'application de l'équipe fonctionne pas pendant 2 heures, et nous les premiers, hein, ça nous frustre parce que on a envie d'avoir les données, bah évidemment ça va frustrer nos lecteurs et ils vont nous le dire, et ils ont raison de nous le dire. Ouais. Ils ont raison de nous le dire parce que on est un média, on est leader, tu l'évoquais tout à l'heure, bah on doit être irréprochable sur le contenu, sur le contenant, sur la manière dont on leur parle, et donc et d'un point de vue data, c'est une richesse parce que bah, c'est ces usages qui font qu'on comprend ce que lisent les utilisateurs. C'est-à-dire, on a sur les applications, on a un projet au global de loguer nos utilisateurs sur nos supports numériques, avec un objectif qui est de loguer tout ou partie de nos utilisateurs sur les applications pour 2025, avec un plan qu'on a mené là ces derniers mois. D'avoir plus de la moitié de nos utilisateurs logués sur les apps, ça nous donne énormément de données pour comprendre les usages, comprendre ce qu'ils aiment, les fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas. Et donc tout ça, c'est clé pour le développement de notre stratégie numérique et notamment produit pour comprendre les usages des gens. Très bien. Et donc pour parler un petit peu d'expérience fan, d'expérience client, vous, quels sont vos projets un petit peu autour de cette expérience fan que vous mettez en place à l'équipe ? Si je reprends un de nos axes stratégiques qui est de développer le nombre d'utilisateurs connectés sur nos supports numériques, ce que j'appelais le log tout à l'heure. Évidemment, on doit développer des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs logués de comprendre les avantages que eux peuvent tirer du fait d'avoir un compte sur nos supports numériques. Donc de pouvoir mettre des articles en favoris, de pouvoir avoir un espace commentaire qui soit beaucoup plus design friendly qu'il n'était à l'époque, de pouvoir recevoir des newsletters personnalisés. On est en train de développer tout ce qui est autour de cette expérience du membre, mais aussi de l'expérience d'abonnement. Et du coup, on travaille beaucoup avec les équipes CRM aujourd'hui sur comment CRM, et c'est le même sujet pour les équipes social media, on arrive à incarner nos communications, notre contenu, pour justement réussir à créer un lien de proximité avec la marque. Donc là, il y a tout un sujet de marketing automation qu'on a priorisé sur une roadmap qui est assez longue, mais qu'on arrive à mettre en place des communications automatiques sur un certain nombre de choses qui nous permettraient de gagner du temps sur le run pour pouvoir réussir à faire des communications qui soient beaucoup plus édito, beaucoup plus incarnées, et donc du coup d'améliorer cette expérience et de sentir que tu as Vincent Duluc, qu'on a fait pour la Coupe du Monde, Vincent Duluc tous les matins qui t'écrit un édito que tu reçois par mail, qui est uniquement dans un mail. C'est ce côté premium de l'expérience qu'on veut essayer de défendre, avec quand même une complexité qui est qu'on a un modèle à la fois basé sur du log, où il faut donner des fonctionnalités aux membres pour qu'ils comprennent la plus-value d'être membre, bien sûr. Et l'abonné, mais pas déshabiller l'un pour habiller l'autre. Tu vois, donc du coup, on a cet écosystème-là. Maintenant, l'abonné étant un membre, il bénéficie de toutes les fonctionnalités qui sont réservées aux membres. Donc au final, les deux sont gagnants. D'accord. Et sur la partie abonnement, on a vraiment un enjeu autour des expériences, des expériences en fait, dont on va peut-être parler par la suite, mais autour de tous les avantages dont peut bénéficier un abonné. Le fait de pouvoir rencontrer un sportif, de venir chez l'équipe faire telle ou telle chose. Donc tout ça, on va essayer de le développer pour l'année à venir. Donc ça passe par du produit, évidemment, l'expérience sur le produit, et aussi beaucoup de CRM qu'on doit, et de communication évidemment avec nos équipes donc marketing, CRM et produit. Et très bien. Et c'est quoi la place de la gamification là-dedans ? Il y a des ambitions de gamification, ça a déjà été fait. Ouais, c'est un projet qu'on souhaite mener depuis plusieurs années. Après,
on a toujours essayé de prioriser des projets qui généraient de la valeur au bout. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien, mais on a toujours fonctionné comme ça. Maintenant, depuis 1 an, on a changé un petit peu cette stratégie puisque donc on est organisé en tribu et en squad. On a une tribu qui est autour de la partie contenu pour travailler avec la rédaction sur les outils édito, sur les pages classement, la page des matchs en direct. Voilà, donc on a 4 squads qui travaillent sur ces sujets-là et on a une tribu qui travaille sur les membres et les abonnés. Et donc historiquement, cette tribu travaillait surtout sur les abonnés et les sujets autour de l'abonnement. Et maintenant, on a une squad qui travaille autour des sujets membres, qui cela, de développer une nouvelle feature pour les commentaires. Ça rapporte en vrai 0 à l'instant T, mais ça t'apporte de l'engagement, les utilisateurs se sentent mieux. Donc voilà, on a créé cette squad membre qui va traiter ces sujets de gamification notamment. On a mis un premier pied là-dedans il y a 3 ans, je crois, il y a 3 ans, 4 ans, avec la story de l'année. Qui reprend tout ce que tu as consommé, combien d'articles tu as lu, quelle est ta position. Alors, nous, en interne, c'est un format qu'on adore parce que on a tellement des lecteurs compulsifs que est-ce que je suis dans le top 500 des cyclistes? Oh non. Ah oui, d'accord, ça devient un challenge. C'est un vrai challenge. Ah ouais, ok. C'est j'en soupçonne certains de lire des articles juste pour remonter à la fin de l'année. Non, on a eu des gens, on a invité les 2 plus gros lecteurs de l'équipe l'année dernière, 45 000 articles lus dans l'année quand même. Ah ouais, ok, d'accord, ah oui, ok. Donc, et vous les avez invités On les a invités chez l'équipe, pour rencontrer la rédaction et tout ça. Et ils nous disaient, eux c'est compulsif, notamment un qui était médecin et qui a un usage compulsif dès qu'il peut, le soir, il veut tout lire, tout suivre. Ok, d'accord. Donc, tant que c'est pas en pleine opération ou quoi, ça va. Mais... Non, ça va. Non, donc voilà, on a invité ces gens-là et on espère pouvoir développer ce côté gamification, de savoir où tu te positionnes par rapport aux autres fans de l'équipe, parce que c'est un des fondements, je trouve, de ce qui fait l'expérience sport intéressante, c'est que on est tous fans de quelque chose et on veut cet aspect compétitif. Ouais, d'accord, ok. Oui, donc ça irait très bien avec le côté compétition sportive, quoi. Donc, très bien. Si on parle un petit peu de vos projets futurs, quels sont justement vos grands axes un petit peu de développement en marketing pour ces prochaines années? On vient de l'évoquer, mais effectivement le log dans un univers où le cookie, notamment l'année prochaine avec ce qui va se passer sur Google, risque d'impacter notre modèle à la fois publicitaire et abonnement. Comment on arrive à avoir un univers logué sur nos supports numériques. Ça a été un de nos gros projets cette année qui va encore nous mener, qui va continuer l'année prochaine, l'année d'après, etc. Qui va nous permettre également d'avoir un meilleur lien avec nos lecteurs et donc de générer de l'engagement, ce qui va permettre, en tout cas dans notre idée, que les utilisateurs viennent plus régulièrement sur nos supports numériques, dans un univers logué avec plus de data, donc du coup pouvoir encore mieux résister sur le modèle publicitaire, mais aussi du coup de connaître les habitudes de lecture des utilisateurs et de pouvoir les basculer de membres à abonnés et de pouvoir les adresser. Le deuxième enjeu, on en a aussi parlé, c'est de rajeunir l'audience de l'équipe, en tout cas de toucher une cible jeune, notamment sur le social media, enfin les réseaux sociaux et avec de la vidéo, notamment verticale. Le troisième projet, pareil, qui nous mène là, qui est en cours et qui va nous mener encore sur un certain nombre de mois, voire d'années, c'est de pouvoir simplifier le produit. Cette année, on a lancé une nouvelle home sur l'équipe pour entre guillemets mieux ranger, parce qu'il y a une profusion de contenu. Bien sûr. Il y a près de 5000 articles qui sont publiés par mois sur l'équipe. Il y a énormément de contenus qui sont publiés. On arrive à mieux les ordonnancer pour que les gens puissent mieux s'y retrouver. C'était un des points qui nous a été remonté dans certaines études. Et donc voilà, on a commencé par la home. Demain, il y a un certain nombre de pages qu'on va travailler, qui sont des carrefours d'audience chez nous, qu'on veut simplifier, mieux valoriser. Et on veut aussi réussir à divertir. Et donc, on a pas mal de projets qu'on va essayer de prioriser sur les années à venir pour, notamment l'espace commentaire, qui est un espace, on a 500 000 commentaires par mois sur le support numérique, qui est un lieu de rendez-vous pour les gens qui ne rédigent ou qui ne rédigent pas d'ailleurs. On a même certains utilisateurs qui lisent d'abord les commentaires avant de lire l'article. Donc voilà, comment on arrive à mettre cet écosystème au cœur de nos apps pour développer le côté divertissement. D'accord. Et ensuite,
on a un objectif en fait l'objectif principal en fait, ça va être de maintenir nos revenus publicitaires. Ouais. En tout cas, de maintenir la valeur, une bonne visibilité pour les annonceurs, une intégration quali, voilà, et d'avoir vraiment la meilleure expérience publicitaire possible, de maintenir les revenus liés à la publicité dans un univers qui est hyper challengé avec la fin des cookies, avec les CMP, avec ATT et tout ça. Enfin, voilà, comment on arrive à maintenir cette valeur. Et évidemment, comment on arrive à faire croître notre modèle d'abonnement numérique sur les années à venir avec un plan sur les 5 prochaines années. Et enfin, évidemment, 2024, une année particulière pour l'équipe parce que voilà, évidemment, on sait qu'il y a les JO qui auront lieu en France, qui seront un événement incroyable pour l'équipe, mais aussi, on a tendance à l'oublier, ce sera aussi un énorme événement pour nous, qui est l'Euro de football. Ouais, c'est vrai. Euro, Coupe du Monde de foot, généralement en termes d'audience chez nous, c'est très très fort. C'est Okay. très fort. En 2018, notamment, d'après les chiffres Médiamétrie, on avait 20 millions de personnes qui sont venues pendant la Coupe du Monde sur nos supports numériques. Donc, voilà, c'est quand même un gros événement. Ouais. Donc, on va avoir un juin, juillet, août qui va être très fort. Donc, on a un certain nombre de projets qu'on mène avec les équipes pour faire en sorte que l'équipe voilà, soit au cœur du dispositif des Jeux Olympiques. Et justement, pour tous ces grands événements qui sont potentiellement passés, qui sont en cours comme la Coupe du Monde ou qui sont dans le futur comme les JO, est-ce que vous mettez quelque chose en place, des dispositifs particuliers avec l'équipe ou comment vous traitez ces événements si importants? Il y a un dispositif éditorial qui est fort, Ouais. avec j'ai plus le nombre exact de journalistes, mais qui seront journalistes, photographes, Okay. pour les vidéos également, qui seront présents à Paris pour rédiger des articles, mais qui le sont aussi pour la Coupe du Monde de rugby. Enfin voilà, il y a énormément de contenu qui sera publié Okay. en gratuit comme en payant. Okay. On a aussi des dispositifs qu'on développe pour améliorer l'interaction entre la marque et les clients. Typiquement, enfin en tout cas nos lecteurs, typiquement là, pour la Coupe du Monde de rugby, on a développé le module qui permet de noter les joueurs de l'équipe de France après le match. Okay, d'accord. On a sélectionne ton 15, qui est le 15 qui doit jouer avant l'année nuit pour toi. Enfin, voilà. D'accord. Un certain nombre de modules interactifs qu'on va aussi faire pour l'Euro et les JO. Et ensuite, la priorité qu'on a d'un point de vue produit sur l'équipe, ça va être surtout que les fondamentaux soient faits, bien faits, et qu'on soit présent et qu'on réponde au rendez-vous. Quelques pages clés, le tableau des médailles des Jeux Olympiques, qui est une des pages les plus vues, qui sera une des pages les plus vues de l'année. Comme on fait la page la plus quali possible, la mieux référencée possible, disponible de manière hyper claire pour nos utilisateurs sur les apps. Et donc ça va être ça notre enjeu, c'est d'abord d'avoir les meilleures bases possibles, et ensuite évidemment et notamment avec notre régie publicitaire, comment arrive-t-on à faire des dispositifs un peu sympas avec des annonceurs pour pouvoir mettre les marques en avant sur nos supports numériques. Ok, ouais, donc vous aurez aussi des choses comme ça sur place ou autre. Et très bien, très clair. Et pour finir ce podcast, j'aimerais bien avoir un petit top 3 ou quelque chose comme ça pour toi d'expériences fan que tu as vécues personnellement et qui t'ont marqué. Alors ça peut être dans le sport comme ça peut être ailleurs, mais je sais pas si peut-être avec l'équipe tu as fait des rencontres de personnes qui t'ont un peu marqué, voilà, mais des moments qui t'ont marqué et que tu considérais comme des belles expériences fan. Je vais parler de l'équipe parce que évidemment, et en tant que fan de sport, moi c'est des expériences qui me marquent beaucoup. Pour tous les abonnés, en fait, on a un programme d'avantages abonnés, ce qui fait que lorsque tu es abonné, tu as la possibilité de participer à des événements sportifs, de rencontrer des sportifs, okay, ou de venir à l'équipe pour faire un certain nombre de choses. Okay. Cette année, on a eu la possibilité d'organiser une rencontre entre Tadej Pogačar, qui était 2 fois 10e du Tour de France et 2 fois vainqueur du Tour, qui est venu chez l'équipe, okay, répondre aux questions. En tant que fan de cyclisme, c'était génial. Okay. Et ce qui était super, c'était de voir, là où nous, en tant que salariés de l'équipe, on a un tout petit peu perdu ce côté étincelle, parce qu'on a l'habitude de voir des sportifs et tout ça, de voir les gens hyper contents d'être là, juste d'avoir leur photo avec Tadej Pogačar. Il y en a un je me rappelle notamment un abonné qui osait pas aller demander un autographe à Tadej Pogačar. Je lui dis attendez, donnez-moi votre journal, je vais aller le voir. Et de le voir
prendre son journal avec son autographe. Enfin, c'était vraiment, et je le dis, j'ai encore la chair de poule. Ok. Et puis là, voilà, pareil, récemment, pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde, on a invité 25 abonnés à l'équipe, D'accord. juste pour voir le match chez l'équipe. On a un grand écran où tu peux voir le match. On les a emmenés visiter le plateau, aller voir la rédaction en chef pour le bouclage de la une. Enfin, voilà. Ok, trop cool. Et du coup, c'est génial parce que nous, encore une fois, on a l'habitude de voir ça. Le plateau, c'est la 30e fois qu'on va le voir, c'est notre quotidien. Ouais. Mais juste de voir les gens hyper contents. Et même, notamment, je me rappelle, sur le plateau, on ramène, donc il y a une vingtaine de personnes. Il y en a 2 qui étaient en mode, non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rester, est-ce qu'on peut encore prendre des photos, est-ce qu'on peut rester 5 minutes s'il vous plaît. Vraiment, non mais il faut que j'appelle ma mère pour lui dire que je suis sur le plateau. C'est incroyable. Et du coup, c'est ce genre d'expérience qu'on va essayer à l'avenir de multiplier. Parce que je pense que, voilà, même si c'est pas Tadej Pogačar et c'est un sportif peut-être un peu moins connu, et ben, pour des gens qui aiment le sport, juste de pouvoir rencontrer des sportifs et que ces sportifs partagent leur quotidien, quelles ont été les épreuves par lesquelles ils ont traversé. Voilà, je pense que ça a vraiment beaucoup de valeur et c'est des expériences qui ont énormément de valeur et qu'on doit réussir à partager à nos lecteurs. Oui, totalement, mais c'est bien que vous fassiez ça et j'ose imaginer comment ça doit être une expérience assez particulière pour toutes ces personnes-là qui se retrouvent face à des idoles ou face à des personnes qui regardent constamment à la télé, qui voient en vrai, en plus voir un petit peu les backstage à l'équipe, dans vos bureaux, etc. C'est une belle expérience et c'est assez intéressant que ce soit aussi que ce soit une de tes expériences la plus mémorable aussi, c'est beau. Mais en tout cas, c'est tout pour moi, Romain. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions, d'avoir pris le temps d'être venu dans nos bureaux et peut-être à une prochaine fois pour un nouveau podcast avec grand plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée Romain. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.